Le système de défense aérienne russe S-300 vient d'être détruit facilement. Dans une démonstration de force stupéfiante, les F-35 israéliens ont anéanti 3 des batteries S-300 fabriquées en Russie en fin octobre, laissant le ciel iranien grand ouvert. L'attaque a exposé les vulnérabilités de l'Iran et embarrassé la Russie. Ces systèmes, censés être le nec plus ultra de l'ingénierie russe, se sont effondrés face à une attaque moderne. Et si le S-300 ne peut pas gérer les frappes israéliennes, que dit cela de la capacité de la Russie à défendre son propre espace aérien dans un monde dominé par la puissance de feu occidentale? C'était non seulement une attaque, mais aussi une déclaration. Alors comment les F-35 d'Israël ont-ils réussi? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la technologie militaire russe? Décortiquons cela. Les S-300 qui ont été détruits en Iran par l'attaque étaient des S-300 PMU-2 basés en Russie. Les versions d'exportation du S-300 natif, et donc avec des capacités opérationnelles légèrement inférieures, tout comme la plupart des systèmes d'armes exportés. Le S-300 a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs systèmes anti-aériens au monde. Cependant, le S-300 a été développé dans les années 1970, lorsque la Russie était encore l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le S-300 a été déployé dans les années 80 comme système de missiles de moyenne portée. Le principe était assez simple. Les défenses aériennes classiques, principalement stationnaires, demandaient un temps de configuration important pour une efficacité optimale. Lors du développement initial du S-300, l'Union des républiques socialistes soviétiques possédait déjà un système de missiles longue portée avec l'ancien S-200, capable d'abattre des cibles à 300 km de distance. Ainsi, les premiers modèles du S-300 avaient une portée de 60 miles. Cependant, les contraintes de portée initiale du S-300 ont été rapidement améliorées par l'Union soviétique. La caractéristique du S-300, comparée aux autres systèmes de son époque, était la capacité de se relocaliser rapidement, après avoir tiré tout en conservant des capacités anti-aériennes et anti-missiles extrêmement puissantes. Cela impliquait que l'ennemi devait lancer une attaque initiale dévastatrice, ce que peu de pays pouvaient le faire à l'époque. De plus, grâce à sa mobilité, il pouvait détruire les missiles ou avions ennemis, puis se repositionner pour éviter de révéler sa position. Cependant, les premières véritables améliorations du S-300 sont arrivées dans les années 90, doublant sa portée à environ 120 miles. Malgré une zone de couverture réduite par rapport au S-200, les missiles du système ultérieur étaient 4 fois plus petits. Cela signifiait que le système entier pouvait transporter des missiles en masse entre des emplacements vitaux, améliorant considérablement la portée effective que la défense anti-aérienne pouvait couvrir pendant une période donnée. Le S-200, malgré ses missiles efficaces à longue portée et rapides, a été relégué à être fixe car la batterie entière était trop grande pour un transport traditionnel, rendant le lanceur immobile. Cependant, la mobilité du S-300 lui permettait d'exploiter efficacement sa portée réduite, tout en améliorant les capacités opérationnelles de l'armée. Le S-300 a permis à l'Union soviétique, puis à la Russie, de déployer ces systèmes de manière plus offensive que défensive. La mobilité du système le rendait bien plus sûr que son prédécesseur. Mais peut-être que le plus grand changement est venu sous la forme d'un design de lanceur remodelé. La version du S-300 des années 90, surnommée S-300 PMU, pouvait déployer plusieurs missiles simultanément, car chaque missile était plus petit et plus léger. Cette avancée était la première du genre dans le monde, car toutes les défenses anti-aériennes jusqu'alors avaient des lanceurs à usage unique et des temps de rechargement significatifs. Cela a permis au système de répondre beaucoup plus rapidement aux menaces détectées. L'amélioration du design du PMU permettait une meilleure mise en place d'une défense suffisante en cas d'attaque ennemie à grande échelle. De plus, un ennemi attaquant par vague permettrait au système défensif de recharger les missiles plus vite, car ils sont plus faciles à transporter et installer. Les améliorations impliquaient qu'un S-300 ne pouvait être vaincu que par un ennemi, utilisant une force écrasante, lançant une attaque si massive qu'aucun autre système défensif ne pourrait l'arrêter efficacement. À l'époque, les missiles à longue portée utilisés manquaient d'efficacité et les armées nationales n'avaient même pas assez de puissance pour vaincre les défenses anti-aériennes renforcées. La capacité de tirer plusieurs missiles anti-aériens et sa mobilité lui permettant d'échapper à la triangulation sans surveillance préalable extensive ont fait du S-300 l'un des meilleurs, voire le meilleur système défensif de son genre au monde. Dans les années 1990, la Russie était considérée comme l'un des pays les mieux protégés contre les attaques aériennes. Le S-300 a été développé dans les années 1980 et amélioré dans les années 1990. Quelques modifications du système ont eu lieu depuis, mais la version plus récente, le S-400, n'a été déployée qu'en 2007.
Le S-300 devient obsolète face aux normes de défense antimissiles actuelles. L'Iran cherche depuis des décennies à acquérir un système de défense anti-aérien adéquat, étant donné son conflit de longue date avec Israël et l'Occident. Cependant, l'Iran est resté sous sanctions occidentales durant toute cette période, ce qui a été un revers. Leur offre pour acheter quelques systèmes S-300 a commencé dès 2000, mais le Kremlin a effectivement imposé une interdiction d'exportation, du moins vers l'Iran. Un accord similaire fut proposé en 2010 quand l'Iran était sous des sanctions moins restrictives, et la Russie remplaçait déjà son stock par le S-400 plus avancé. Mais encore une fois, le Kremlin a refusé de vendre les S-300 cédant à nouveau à la pression occidentale, alors que l'Iran était toujours sous sanctions. L'accord a été conclu en 2015 avec l'Iran achetant 4 systèmes S-300 à la Russie. Pendant les dernières décennies, les S-300 c'était les systèmes anti-aériens les plus avancés que l'Iran a déployés. Néanmoins, Israël a réussi à neutraliser ces systèmes en utilisant des F-35 et des missiles air-surface. Le F-35 a aussi été conçu à la fin des années 80, le rendant contemporain au S-300 du moins les versions exportées en Iran en 2015. Cependant, il est clair que des conceptions de missiles plus modernes ont été cruciales pour créer un avantage contre le système. Le S-300 actuel est jugé insuffisant face aux missiles à basse vitesse. Les S-300, utilisés par la Russie, notamment dans la guerre en cours en Ukraine, ne peuvent faire que ce qu'ils font, parce que les défenses anti-aériennes russes ont plus de couches que simplement les S-300. L'armée russe a accès à plusieurs versions améliorées du S-300, y compris le S-400 mentionné précédemment, et une batterie de S-500 beaucoup plus moderne, qui ont fait leur début en 2021. L'Iran ne possède que peu de S-300 comparé au nombre de missiles qu'Israël pourrait lancer, signifiant que le pays n'avait pas beaucoup de chance dès le départ. Pire encore, les S-300 se sont déjà révélés partiellement inefficaces contre les armes même de leur propre génération. Une batterie de S-300, en 2022, a échoué à toucher un F-16 en retraite, après qu'Israël ait mené une frappe sur des complexes militaires iraniens en Syrie. Le F-16 est un avion avec des capacités de guerre électronique bien inférieures. En théorie, un F-16 devrait être facilement contré par les versions plus avancées du S-300, comme celles que l'Iran avait à l'époque. Mais il y a plus d'où cela vient, car l'Iran n'est pas le seul pays qui les utilise. La Russie a déployé des S-300 dans la guerre contre l'Ukraine. Et là, les faiblesses de ce système ont été pleinement exposées. Au cours des 2 dernières années et demie, plusieurs rapports ont fait état de frappes ukrainiennes à longue portée détruisant, dans la plupart des cas, les S-300 russes. L'Ukraine a également connu la même situation, ayant hérité d'un stock décent de S-300 bien que de modèles plus anciens, de son passé soviétique. Même les S-400 plus avancés ont été victimes de la contre-offensive ukrainienne. Cet incident s'est produit lorsque l'Ukraine ne possédait aucun avion moderne. Les F-16 que l'Ukraine recevrait finalement n'ont commencé à survoler l'Ukraine qu'en août 2024, soit environ 2 ans et demi après le début de la guerre. Ainsi, il est évident que même les systèmes de défense anti-aériens plus anciens ne suffisent ni plus à dissuader les frappes à longue portée. Les S-300, conçus il y a plus de 40 ans, montrent clairement leur âge. Mais revenons au problème de l'Iran. Sans réelle défense anti-aérienne dans le pays, les vastes systèmes militaires iraniens n'ont aucune véritable protection contre les frappes aériennes. Ce précédent est très dangereux, car Israël possède des armes à longue portée parmi les plus avancées au monde, grâce à d'importantes aides économiques et militaires américaines. Avec l'Iran pratiquement en guerre ouverte avec Israël au cours des derniers mois en tout sauf en nom, et en grande bataille, l'avenir du pays pour pouvoir faire pression sur Israël militairement pourrait toucher à sa fin. Depuis l'intensification du conflit Hamas-Israël, l'Iran a réussi à se cacher derrière ses groupes mandataires en Syrie, au Liban et au Yémen. Ainsi, les défenses anti-aériennes de l'Iran ont créé une couche secondaire de protection. Les mandataires n'avaient pas de capacité défensive significative, lançant des frappes à longue portée sans crainte de représailles et utilisant les civils comme boucliers pour dissuader une contre-offensive israélienne. Cela signifiait qu'Israël était plus enclin à viser des cibles faciles pour économiser des missiles et réduire le risque de perdre des avions précieux. Cependant, avec l'intensification des attaques iraniennes contre Israël, notamment des tirs de missiles directement sur le territoire israélien, il est apparu évident que les tactiques indirectes n'étaient plus la meilleure défense pour Israël. L'élimination par Israël des faibles défenses anti-aériennes de l'Iran a envoyé un message clair. L'Iran devrait quitter Israël, stopper ses tirs de missiles et ne plus financer les milices paramilitaires dans la région. Sinon, Israël va lancer des attaques de plus en plus dévastatrices sur l'Iran lui-même.
Sans S-300 pour absorber les missiles, la voie est libre pour l'attaque israélienne pour frapper des complexes militaires vitaux, y compris les installations d'enrichissement nucléaire proposées que l'Iran a construites au cours des dernières années. Il est important de noter qu'Israël n'a pas été significativement touché par une attaque d'1 an de mandataires financés par l'Iran. Pendant plus d'1 an, le pays a repoussé de nombreuses frappes de missiles provenant de presque tous les côtés. La plupart des missiles à longue portée ont échoué à atteindre Israël, les renseignements et défenses américains et israéliens les interceptant à des vitesses vertigineuses. En revanche, l'attaque sur les S-300 de l'Iran comptait parmi les rares fois où Israël a attaqué l'Iran lui-même, et les dégâts sont tels que l'Iran ne pourra pas les réparer de sitôt, ce qui confirme qu'Israël a des capacités offensives bien supérieures à celles de l'Iran. Les frappes israéliennes précédentes visaient également à tester et neutraliser les défenses iraniennes. Une attaque précédente sur une batterie S-300 en Iran a été menée uniquement avec des missiles balistiques Patriot à longue portée, plutôt qu'avec des avions. Les images satellites après l'attaque ont révélé de graves dommages dans la zone. Les missiles balistiques permettaient à l'armée de l'air israélienne d'éviter l'espace aérien iranien, les protégeant des systèmes S-300. Cependant, la portée opérationnelle plus courte du missile balistique comparée aux F-35 signifiait qu'Israël ne pouvait frapper que des cibles plus proches de son territoire. Malgré tout, l'attaque a été jugée partiellement réussie, car c'était la première fois qu'Israël testait les défenses iraniennes. L'attaque à grande échelle qui a suivi était clairement basée en partie sur les résultats de ce test. Contrairement à la Russie, l'Iran n'a pas de système de défense anti-aérienne produit localement. Ces 10 dernières années, l'Iran a compté sur la Russie pour ses approvisionnements et équipements clés. Cependant, la Russie étant elle-même en guerre avec l'Ukraine, il est très peu probable qu'elle cède ses propres stocks de S-300. La Russie aura probablement besoin d'un grand nombre de S-400 et S-500, ses propres S-300 ne fonctionnant plus aussi bien qu'ils le devraient, sur la ligne de front ukrainienne. Cela rend encore moins probable un partage prochain des systèmes de défense russes avec l'Iran. Mais que signifie cela pour ces deux nations? Pendant la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas, poussé par l'Iran, la Russie et l'Iran se sont retrouvés dans une confrontation géopolitique contre les pays occidentaux, principalement l'OTAN, ses alliés proches, et Israël. Les pays ont effectivement échangé des pièces d'équipement entre eux, en fonction des types d'armes que chaque pays pouvait produire nativement. L'Iran est l'un des plus notoires producteurs mondiaux de missiles à longue portée et de drones. Les drones iraniens ont souvent été déployés depuis la Russie et utilisés pour cibler l'armée ukrainienne et d'autres cibles stratégiques. Pendant ce temps, l'Iran a également fourni à ses nombreux mandataires autour d'Israël pratiquement le même type d'armes. L'échelle à laquelle l'Iran a produit des missiles et des drones peut même être comparable à celle des pays occidentaux. Bien sûr, les défenses anti-aériennes israéliennes et de l'OTAN ont largement suffi pour abattre une grande majorité de ces armes dans le ciel. L'Iran a probablement perdu régulièrement son stock d'armes à longue portée, principalement pour tenter en vain de dissuader Israël d'agir agressivement contre le Hamas et la Cisjordanie. Les frappes de missiles continues des mandataires iraniens ont forcé Israël et les États-Unis à répliquer. D'une certaine manière, les approvisionnements en missiles envoyés par l'Iran avaient un but précis. Cependant, comparé aux réalisations en Israël, cela pourrait être moins significatif que ce que l'Iran espérait. La capacité de l'Iran à fabriquer des drones repose en grande partie sur la marge extrême que le pays extorque à la Russie. Un drone Shahed 136, l'un des drones les plus couramment utilisés en Iran et en Russie, coûte entre 20 000 $ et 50 000 $ à l'Iran pour sa fabrication. Cependant, l'Iran vend l'arme à la Russie pour un montant stupéfiant de 193 000 $. Même si nous prenons en compte le coût de production le plus élevé possible pour l'arme, l'Iran extrait toujours plus de 140 000 $ par drone qu'il vend à la Russie. Comment l'Iran est-il capable de faire cela? Ces 2 dernières années, la Russie a désespérément besoin de plus d'armes à longue portée. Tout au long de la guerre en Ukraine, l'armée russe n'a pas vraiment prouvé qu'elle était capable de vaincre les forces ukrainiennes, malgré l'avantage numérique écrasant que la Russie avait au début de la guerre. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs, principalement le manque d'adaptabilité de la Russie. Mais l'une des façons dont la Russie a constamment réussi à faire pression sur l'Ukraine est grâce à sa présence à longue portée. Il existe 2 types, l'artillerie et les missiles. Pour l'artillerie, on estime que la Russie et ses alliés produisent environ 3 fois plus d'obus d'artillerie que l'Occident. L'OTAN a pu livrer environ 1 million de cartouches par an à l'Ukraine grâce aux capacités de production nationale, tandis que la Russie a le potentiel d'en fabriquer 3 millions. La Corée du Nord a également été responsable de la livraison d'obus d'artillerie à la Russie, avec des estimations allant de 500 000 à 3 millions de cartouches sur une période de 6 mois à la fin de 2023. De plus,
La Russie est estimée avoir les plus grands stocks de lanceurs d'artillerie, incluant l'artillerie tractée et autopropulsée. L'artillerie russe est considérée plus moderne que les modèles occidentaux comparables, avec une portée plus longue ou un taux de tir plus élevé, selon l'arme. De plus, la Russie a mené des attaques à longue portée avec des missiles sur le territoire ukrainien, visant à couper l'armée ukrainienne du front de manière indiscriminée. Combiné à l'artillerie que la Russie peut déployer, l'Ukraine a été sur la défensive pendant la majeure partie de la guerre. Mais les missiles et les drones militaires que la Russie produit sont inférieurs à ceux de l'Iran. La Russie dépend donc de l'Iran pour obtenir des missiles plus modernes afin de continuer son offensive. Le besoin de la Russie d'acheter de plus en plus de missiles à l'Iran signifie que l'Iran reçoit des fonds pour ses propres efforts de guerre contre Israël. Mais cela ne dure que tant que l'Iran et la Russie peuvent maintenir leur système de défense. Quand l'Ukraine a lancé son offensive à Koursk, la bataille a tourné en sa faveur. La réponse russe à l'invasion de Koursk a été retardée, probablement à cause du manque d'équipement et de la fatigue des soldats dans le pays. En conséquence, la Russie a été contrainte de réorienter légèrement ses efforts. Malgré l'utilisation de missiles à longue portée, elle a renforcé sa ligne de défense en exploitant davantage ses défenses anti-aériennes existantes. Cette nécessité s'est accrue en septembre, quand l'Ukraine a lancé ses propres frappes à longue portée au cœur du territoire russe. Le 10 septembre, l'Ukraine a lancé une vaste attaque de drones visant la capitale russe, Moscou, et d'autres cibles militaires stratégiques. Avec la Russie sur la défensive, l'Iran se retrouve privé d'une de ses rares sources de revenus. Pour y remédier, l'Iran a déstabilisé le Moyen-Orient, obligeant l'Occident à se détourner de l'Ukraine pour se concentrer sur la crise humanitaire en Israël et alentour. Cependant, cela pourrait ne pas suffire. L'attaque israélienne la plus récente a utilisé des jets F-35, considérés comme le summum des jets de combat depuis des décennies. L'adaptabilité et les capacités furtives de l'avion ont permis à l'Occident de dominer le ciel, offrant un soutien terrestre et une surveillance pour atteindre leurs cibles. Cependant, l'avion n'est pas conçu pour transporter des bombes, y compris des missiles air-sol capables de pénétrer des dizaines de pieds de terre et de béton. Les bombardiers furtifs américains entrent en jeu à ce moment-là, a annoncé un remplacement pour le bombardier furtif B-2 existant. Le nouveau B-20 et un Raider a effectué son vol inaugural en novembre 2023 et l'US Air Force prévoit déjà de remplacer les 19 B-2 qu'elle possède, entre 100 et 200 B-20 et 1. La confiance dans les performances du B-20 et montre que les États-Unis voient la capacité à frapper toute cible au sol, quelle que soit sa distance ou sa protection, comme essentielle dans la guerre moderne. Les B-2 ont été employés avec succès par les Américains au Yémen pour détruire les entrepôts d'armes des Houthis. Le F-35 est l'avion israélien le plus moderne, pouvant transporter des bombes, mais il ne complémente pas efficacement toute la puissance de feu du pays. Mais dès que le B-20 est un sort de production, les États-Unis, proches alliés d'Israël, pourraient coordonner la livraison de ces bombardiers furtifs et les utiliser contre les défenses iraniennes. L'utilisation par Israël des F-35 contre les S-300 montre les capacités d'un avion moderne face à des systèmes de défense anti-aériens vieillissants. Cependant, avec les États-Unis obtenant un bombardier furtif plus avancé pour augmenter considérablement les capacités air-surface, la démonstration est surtout destinée à menacer l'Iran. Israël a réussi à tenir l'Iran en échec avec des armes américaines de la génération précédente. Imaginez ce qu'il pourrait faire avec les conceptions de la prochaine génération. La Russie est sur le point de recevoir un signal d'alarme à travers cette menace. Alors que la guerre en Ukraine fait rage, le pays perd rapidement son influence géopolitique et son argent. L'économie russe a commencé à grignoter pratiquement toutes les industries au détriment du secteur militaire et de l'énergie. Mais les retours ne seront rentables qu'à très court terme. Cela signifie que la Russie risque de manquer de moyens pour donner à l'Iran quelque chose en échange de missiles à longue portée. Sans cet échange, les deux pays risqueront de perdre un potentiel offensif et défensif significatif. L'Occident peut alors affaiblir davantage l'alliance par des sanctions encore plus sévères afin de la briser complètement. Qu'en pensez-vous ? Comment évoluera la situation entre Israël et l'Iran ? Et quel impact cela aura-t-il sur la Russie ? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé. Découvrez comment le F-35 Lightning II a vaincu les pirates Houthis, ou regardez plutôt cette autre vidéo.